présidé ce matin par le ministre des Affaires foncières et des Domaines Gatangolo, à suivre le reportage dans un instant. Le nouveau gouverneur de l'Enedi Est, Adoum Nangaye Nokureguet, a été installé dans ses fonctions ce matin. Cérémonie présidée par le ministre de la Sécurité publique, Tchonay Elimi Hassan. Et puis le général congolais Norbert Dabira a été mis en examen hier à Paris pour crime contre l'humanité dans l'enquête sur l'affaire des disparus de Beach de Brazzaville. Les précisions dans ce journal. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Dans l'actualité ce soir, le chef du gouvernement Joseph Dimrangar Dadnadi, accompagné de quelques membres du gouvernement, a visité cet après-midi 4 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena. Il s'agit du 7e, 8e, 9e et 10e arrondissement. Objectif, évaluer de visu les dégâts causés par les inondations. Ramadei Hassan. À travers cette visite, le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dimrangar Dadnadi, a voulu toucher du doigt les dégâts causés par les grosses pluies tombées ces derniers temps sur la ville de N'Djamena. La commune du 2e arrondissement a été la première étape du chef du gouvernement et sa délégation. Le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi a visité le canal qui sépare les quartiers Iléoudjadj et le quartier Sadjeri. Après avoir écouté les explications du maire de la dite commune, Al-Habib Hassan, le chef du gouvernement et sa délégation se sont dirigés vers la station de pompage de Sadjeri. Cette station collecte les eaux de pluie pour ensuite les jeter dans le bras du fleuve Lignan. Puis la délégation s'est rendue à la commune du 8e arrondissement où le Premier ministre chef du gouvernement a visité quelques quartiers complètement sous les eaux avant de mettre le cap sur la commune du 7e arrondissement. Le Premier ministre a aussi visité la voie qui va de la Maison de la Femme pour déboucher sur le boulevard Taïwan. Il faut dire que le spectacle est désolant. La question qui taraude les esprits, c'est de savoir pourquoi le contrôle des finances traîne les pieds alors que le marché des travaux a été déjà signé. La question reste posée. Dans la commune du 9e arrondissement, le chef du gouvernement et sa délégation ont visité la digue de 4000 mètres linéaires en construction au quartier d'Igangali en vue de mettre à l'abri la population des affres des inondations. Enfin, la gare de Toukra a constitué la dernière étape de cette descente sur le terrain du Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi. Partout où la délégation est passée, le constat a été le même. La population sollicite l'appui des plus hautes autorités pour juguler ces phénomènes récurrents. Elle s'est dit flattée et a remercié 1000 fois le chef de gouvernement qui est venu lui apporter un réconfort moral. Ce geste du Premier ministre est allé tout droit au cœur des habitants de certains quartiers de la capitale. On soulignait à l'unisson, le maire des communes visitées ont promis au chef du gouvernement qu'ils se mettront au travail malgré les moyens du bord. À l'issue de cette visite de terrain, le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi a bien voulu livrer ses impressions à la presse. Suivez un extrait de ses propos. La volonté du gouvernement de ne pas baisser le bras devant la pénurie ou bien l'insuffisance des moyens. Chaque jour, nous essayons de réfléchir, chaque jour, nous essayons de faire quelque chose. C'est le cas de ces ouvrages que vous avez vus, la station de pompage au 10e arrondissement, qui était au départ un ouvrage réalisé avec l'aide de l'Agence française de développement, mais aujourd'hui, il fonctionne avec un appui un peu spécial d'une entreprise, on peut le citer, la Satom. Nous avons aussi, tout à l'heure vous avez vu, au 9e, un ouvrage que nous-mêmes, sur notre budget, nous avons décidé, mais vraiment en urgence, dans le cadre du collectif, de réaliser 4000 mètres de canal pour éviter que les inondations que nous avons eues pendant 3 ans consécutifs ne se reproduisent cette année. Donc chaque jour, nous faisons quelque chose. Mais ce qu'il faut noter, c'est une petite tendance, ce n'est pas une très grande, une petite tendance à l'incivisme dans certains endroits où la population, dès que l'eau vient, elle prend ses affaires, elle s'en va. Le bien-être de l'homme, c'est d'abord lui-même. Et si le cadre de vie dans lequel on est a quelques difficultés, est précaire, appelons les choses par leur nom, il faut s'assumer, faire en sorte que cela ne vous traumatise pas. Donc, l'eau, Dieu le donne pour la vie,
Mais quand il y en a trop, ça crée de problèmes. C'est pour cela que je dis que chacun pourrait faire un petit effort pour que s'il y a des ouvrages, comme on en avait vu au 7e, qui demandent un petit travail, ne serait-ce que pour enlever les ordures qui bouchent les canalisations, c'est déjà quelque chose d'important. Donc la visite avait pour but de m'assurer personnellement de l'état dans lequel se trouvent les habitats pendant cette période, je dirais, de fortes pluies. À un mois, on était en situation de déficit, mais aujourd'hui, d'après les informations que j'ai pu recueillir dès mon arrivée hier, sur l'ensemble du pays, la tendance est inversée. Il y a même, j'allais dire, peut-être légèrement un peu plus de pluie qu'il en faut. Donc, c'est une bonne chose. Et ça, c'est grâce à des petits secrets que vous n'avez pas. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui surveille ça. Hein, il lit ses cartes, qui dit quand ça ne va pas. Bon, c'est le chef de l'État, appelons-le. Puisque c'est quand même à lui tout cela que cela doit être dû. Qui surveille l'évolution climatique et qui a prévu des moyens qu'il faut, n'est-ce pas, pour faire en sorte que la nature seulement ne nous domine pas, mais que nous aussi nous pouvons faire quelque chose. C'est le cas de cette pluie, n'est-ce pas, qui sont quand même obtenus avec des moyens un peu plus sophistiqués. Le chef du gouvernement a appelé la visite de quelques arrondissements cet après-midi. Sachez aussi que la sous-préfecture de Calaït n'a pas été épargnée par les inondations. Conséquence, plusieurs familles se retrouvent sans abri. Le reportage d'Innocent Kilayo. Les fortes précipitations qui ont fait des dégâts énormes dans la plupart des grandes villes n'ont pas épargné les localités situées même dans la zone désertique du pays. Ainsi, la sous-préfecture de Calaït dans la région de l'Enedi-Est, qui n'a pas connu pareille inondation depuis une dizaine d'années, se trouve menacée des eaux de pluie. Les habitations, le marché ainsi que les grandes artères de cette ville sont envahies par les eaux de pluie. Vu l'ampleur des dégâts qui ont même entraîné une perte en vie humaine, les autorités administratives de Calaït ont saisi le gouverneur de la région de l'Enedi-Est. Mbaye Sanabe Karouba a fait le déplacement de Calaït pour constater les dégâts et compatir avec les victimes. Pour ceux qui connaissent cette ville, il n'y avait pas d'eau entre le marché et la maison de l'action sociale ou l'hôpital. Aujourd'hui, avec la pluie tombée dans la nuit du 15 au 16, Calaït est divisé en deux. Un appel pressant a été lancé au gouvernement pour une assistance d'urgence aux sinistrés. Et puis le réseau des journalistes humanitaires RGHT observe avec inquiétude les inondations qui concernent plusieurs localités du Tchad, causant ainsi des dégâts humains et matériels dans plusieurs villes, notamment Hadjar, Amdam, Fianga, Khalaït, Mondo, Chadra, Gosbeida, Aradip, Ati, etc. Cette situation qui n'est pas à sa fin pourrait causer d'autres conséquences sur les populations, poursuit le communiqué. Le RGHT alerte le gouvernement et ses partenaires d'agir afin d'éviter le pire. Par ailleurs, le réseau des journalistes humanitaires du Tchad met à la disposition du public des informations relatives aux dégâts causés par les eaux de pluie dans son blog à l'adresse rght.blogspot.com. À la signature, le vice-président Boutina David. La suite de cette édition, la question des affaires foncières était au centre d'une rencontre d'échange présidée par le ministre de tutelle Gatangoulou. Elle a réuni tous les acteurs impliqués dans le domaine. Adef Ahmad Benrama. Au cours de cette rencontre, la problématique des questions foncières, domaniales et d'urbanisation en N'Djamena a été passée au crible par toutes les parties prenantes. Les problèmes d'attribution anarchique des terrains par certains chefs traditionnels, communément appelés Boulama, a fait le tour de la table de réflexion. Certaines personnes imputent la responsabilité au service des cadastres et à la mairie de N'Djamena. La réaction du maire de la ville ne s'est pas faite attendre. Il y a la mairie qui est responsable d'une part et même les agents des domaines qui sont vraiment responsables d'une part. Il faut bien le souligner que certains
agents qui descendent sur le terrain que les maires des arrondissements ne sont même pas au courant. Quelques responsables déplorent la lenteur dans le traitement des dossiers des demandes de bornage et d'attribution des terrains. D'autres fustigent l'attitude des juges de paix qui n'associent pas les services compétents dans la gestion des litiges. Pour le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Affaires foncières et des Domaines, il faut repartir sur des bases nouvelles telles que les recommandent les plus hautes autorités. Nous avons aussi beaucoup de choses à faire dans cette ville qui, comme l'a dit le président de la République, doit être une vitrine pour notre continent. Elle se prépare à accueillir des événements importants dans les années à venir. Nous sommes contraints de procéder à sa restructuration. Donc les problèmes d'urbanisation vont beaucoup nous préoccuper. Beaucoup d'intervenants ont salué l'initiative d'impliquer tous les acteurs et souhaitent une réédition. Information, le collectif des journalistes pour le dossier Sénabé organise une session à l'intention de ses membres. Objectif, mettre sur pied un plan d'action en vue de mener à bien sa mission. C'est le ministre de la Communication, Hassan Sila Bakari, qui a ouvert les travaux. Marale Joséphine. Le collectif des journalistes pour le dossier Sénabé est une organisation qui réunit les journalistes de la presse publique et privée du Tchad. En mettant sur pied ces collectifs, les hommes de médias s'engagent ensemble avec les victimes pour une justice équitable. Cette première rencontre est donc une occasion pour ceux-ci d'élaborer un plan d'action sur lequel ils doivent se baser pour mener à bien leurs activités sur le terrain. Le coordinateur du CJDH, Diasrabe Ferdinand, satisfait de l'implication du gouvernement, a réaffirmé une fois de plus son engagement à communiquer avec objectivité de l'évolution du dossier et à sensibiliser les différentes couches sur le processus de réconciliation enclenché au Tchad. Pour le coordinateur, les participants doivent axer leurs réflexions sur les stratégies à adopter pour la mise sur pied des points focaux sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a reconnu le sens patriotique des membres du collectif qui, selon lui, concrétise ainsi la volonté des plus hautes autorités de la République. Ce noble objectif était sous la houlette de son Excellence, le camarade Disdé Bitno, sont atteints le 1er décembre 1990. Aujourd'hui, la jeunesse qui était hier soumise aux affres de la guerre, la jeunesse qui était les chairs à canon, elle commence à émerger, à trouver sa place. Aujourd'hui, grâce à la paix retrouvée, grâce à la stabilité, et grâce tout simplement aux volontés politiques, il est plus que jamais temps que l'homme des médias mette son savoir, son savoir-faire et son savoir-faire faire à la disposition de la nation tchadienne. Au-delà des clivages, au-delà des sectarismes, au-delà de tous les ismes possibles de division. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Hassan Sila Bakari, la jeunesse qui constitue l'espoir de demain doit se battre pour l'unité du Tchad. Et puis l'atelier de lancement du programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire viennent de s'achever. Les travaux pourtant viennent de s'achever ici à N'Djamena. Cet atelier a regroupé les acteurs du développement de la santé animale au niveau national et régional. Tikpo Hubert. Au Tchad, l'élevage constitue une grande richesse pour l'économie nationale. La promotion de ces secteurs s'est faite en adéquation avec la bonne gouvernance vétérinaire à travers une synergie d'action sous-régionale. Le présent atelier qui réunit les experts tchadiens et africains vise à développer une plateforme multidisciplinaire pour la valorisation de l'élevage, ce qui permet à court terme d'améliorer la contribution de l'élevage à la sécurité alimentaire, à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté en Afrique. L'Union africaine, à travers le Bureau interafricain des ressources animales, a mis en place ce programme pour qu'il s'inscrive entièrement dans le processus du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, qui est également une initiative de l'Union africaine, du NEPAD, pour que le secteur de l'élevage fasse partie prenante de ce processus, afin que le monde rural, tel que souhaité par nos différents chefs d'État, puisse être l'un des moteurs de la croissance, permettant de réduire la pauvreté, permettant d'assurer la sécurité alimentaire
permettant à toutes les populations, n'est-ce pas, rurales qui vivent de l'agriculture, qui vivent de l'élevage, d'améliorer leur quotidien. Cette plateforme, dont la mise en œuvre couvre la période 2012 à 2016, devrait permettre au Tchad de développer une politique d'exploitation rationnelle des produits découlant de l'élevage. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, qui a assuré l'intérim de son collègue du développement pastoral et des productions animales, soutient l'engagement de l'État à revaloriser ce secteur. Je voudrais pour ce faire rappeler qu'en unité de bétail, nous avons un cheptel d'environ 16 millions, ce qui fait au moins d'un bœuf patchadien. Les transhumances du cheptel de notre pays écument dans tout le Sahel, non organisés. Nous ne finissons aucun produit d'élevage sur notre territoire. Nous exportons depuis des années des tonnes et des tonnes de sous-produits. Il est temps de valoriser l'élevage à son niveau réel. Le Tchad est un pays d'élevage et d'agriculture. Le pétrole est un moyen. Nous sommes, nous serons, nous demeurerons des éleveurs et des agriculteurs. Les acteurs cibles dans le plan d'action de cette stratégie sont les petits éleveurs, les producteurs, les groupes pauvres et les vulnérables. Pour traduire dans les faits cette plateforme, le ministère de tutelle doit s'atteler à l'examen des différentes recommandations issues de cet atelier. Mais déjà, les différents partenaires, notamment l'Union européenne, l'Union africaine, la FAO, la BAD et la CBVIRA, affichent leur volonté d'accompagner le Tchad dans cette vision. Élevage encore, le ministre du Développement pastoral et des ressources animales poursuit sa tournée d'évaluation dans le Tchad profond. Amira Doudou Artin et sa suite ont visité quelques wadis ce vendredi. Le point est avec Amadi Abbas. Ici, nous sommes dans les grands wadis d'Ifenat, situé à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la sous-préfecture de Djeddah. Destination la ferme administrative de l'élevage et des reboisements de cette zone. La délégation ministérielle a eu des difficultés pour s'y rendre. Ici, tout le monde passe à l'action. À quelques mètres de là, l'on découvre un troupeau de chameaux se nourrit d'herbes sous les vigilants des gardiens. Enfin, voici la ferme de transformation laitière d'Ifenat qui s'étend sur une superficie de 75 000 hectares. Pour les responsables de la société agro-Tchad en charge de ces grands chantiers, ce range regorge d'immenses potentialités dans le secteur de l'élevage. Nous allons d'abord faire de l'embouche bovine et ensuite, après, nous allons aussi faire la transformation laitière qui est mon métier. Alors, pour la transformation laitière, nous allons acheter du lait venant des éleveurs situés autour de la base vie et puis ensuite compléter avec notre lait, faire la transformation du fromage et l'envoyer en N'Djamena. Pour sa part, le ministre du Développement pastoral et des productions animales déplore que les travaux n'avancent pas. L'état d'avancement, il est un petit peu mitigé. Il y a des choses qui sont bien faites. L'aspect environnemental avance très bien avec la pépinière, mais c'est dans la mise en œuvre, on a accusé énormément de retard. Ces retards-là, on ne peut pas vraiment trouver des solutions ici. Donc on a convié une rencontre tripartite à partir du mois d'octobre. Construite dans les années 50 par la coopération allemande, cette ferme a cessé de fonctionner suite aux événements successifs qu'a connu le Tchad. La mission est aussi une véritable découverte de cette immense richesse du cheptel tchadien. C'est sur ces belles images de Wadi Haddad dans le Bata que la mission s'est rendue à Arada, sous-préfecture nomade de Wadi Fira. Le nouveau gouverneur de l'Enedi-Est, Adoum Dangaï Nokour-Guet, a été installé dans ses fonctions ce matin. La cérémonie est officiée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Tchonaï Elimi Hassan. Amat Absakinieri, ma reportage. L'administration est une continuité, dit un célèbre adage du milieu. Après avoir dirigé pendant 8 mois la région de l'Enedi-Est, le général Hassan Diorobou passe le relais à Adoum Dangaï Nokour-Guet. La cérémonie qui s'est déroulée devant la sous-préfecture d'Amgaras a vu la présence des autorités régionales civiles et militaires, des notables et dignitaires religieux, ainsi que la population sortie assister à la passation des services. Ont également honoré de leur présence la cérémonie quelques personnalités ayant accompagné le ministre
et des membres de la délégation présidentielle en séjour dans le chef-lieu de la région. Dans son discours lu par le secrétaire général de la région de l'Enedi-Est, le gouverneur sortant, le général Hassan Djorobou, a fait observer que des efforts louables ont été consentis pendant son séjour pour résoudre certains problèmes que rencontre l'administration dans son fonctionnement. Cependant, beaucoup reste à faire pour amorcer le décollage socio-économique de la région. C'est pourquoi le gouverneur sortant invite son successeur à mettre le meilleur de lui-même pour atteindre les objectifs fixés. En installant le nouveau gouverneur, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a tout d'abord loué le courage et la détermination du gouverneur sortant, le général Hassan Djorobou, qui n'a pas démérité, avant de rappeler que cette cérémonie obéit tout simplement à l'orthodoxie et aux principes de rotation qui régissent l'administration. Présentant les désormais premiers magistrats de la région de l'Enedi-Est, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a rappelé qu'Adoum Dangay Nokourguet dispose d'un capital d'expérience dans le domaine de l'administration pour avoir déjà effectué la même mission ailleurs, notamment au lac. Toutefois, il a attiré l'attention de ces derniers sur la bonne marche de l'administration, l'autorité de l'État et surtout la sécurité et la stabilité, valeurs essentielles sans lesquelles aucun développement socio-économique n'est possible. Vous veillerez, monsieur le gouverneur, au maintien de l'ordre public, à la sécurité des personnes et de leurs biens. À cet effet, toutes les forces de l'ordre et de la sécurité implantées dans votre circonscription administrative relèvent de votre autorité. La protection de notre environnement et la récupération d'armes illégalement détenues restent toujours d'actualité. Et vous avez le défi de l'eau à Amdiarès. Ainsi, vous devrez écrire dans le centre de vos activités la protection de l'environnement. Le gouvernement en fait une protection majeure parce qu'il va de notre survie et de la vie des générations futures. Vous en ferez votre affaire personnelle afin que ce qui reste de notre écosystème soit sauvegardé. De même, vous êtes tenu de faire en sorte qu'il n'y aura plus en circulation des armes illégalement détenues. Les défis qui attendent le nouveau gouverneur de l'Enedi-Est sont donc grands et nombreux. Mais Adoum Dangay Nokourguet estime qu'il n'est pas impossible de les relever s'il y a une synergie d'action et une bonne collaboration. Ce qui l'amènera à appeler ses futurs collaborateurs et la population au respect de la loi et de la hiérarchie. La cérémonie a pris fin par un défilé militaire qui a vu la participation des différentes unités de l'armée. Et comme la passation des services a coïncidé avec la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la région, les personnalités présentes à la cérémonie ont administré chacune 2 gouttes de vaccin à des enfants présentés pour la circonstance. Une délégation de l'Lions Club International est en visite de travail dans notre pays depuis ce vendredi. Elle est conduite par la vice-gouverneure du district 403B, Kouef Belle Ernestine. C'est son nom, Innocent Kilaï. C'est une forte délégation de l'Lions Club International qui a fait le déplacement de la capitale. Conduite par la première vice-gouverneure du district 403B, qui n'est autre que la Camerounaise Kouef Belle Ernestine, la délégation de l'Lions Club International qui vient d'arriver dans la capitale a une mission précise. Connaissant un petit peu qu'est-ce qui se passe dans les clubs, j'ai proposé que ce mini-congrès, il a voulu qu'on fasse un mini-cabinet du gouverneur. J'ai proposé que ce cabinet soit associé aux formations pratiques pour pouvoir aider les clubs à fonctionner du mieux qu'ils peuvent. Parce que je sais que beaucoup de nos clubs, que ce soit ici, dans tous les autres pays d'Afrique centrale et même de l'océan Indien, ont des grosses difficultés en matière de fonctionnement. Alors nous avons des défis, et des défis très urgents. On va en discuter tout à l'heure. Si on ne résout pas ce problème de formation, nous n'allons pas arriver à relever ce défi. Je suis aussi très, très heureuse d'être ici. Parce que je suis comme vous de l'Afrique centrale et je crois que le Tchad et le Cameroun, ce sont 2 pays frères. En Djamena, la délégation de l'Lions Club International tentera de faire rendre également aux membres du club
du Tchad les nouvelles ambitions. Il s'agit entre autres de l'élargissement du programme d'action de Lions Club International dans les communautés locales de toutes les régions du monde. Et surtout, de concentrer les actions dans le domaine de la santé, la promotion de la jeunesse et la prise en charge des personnes âgées. L'environnement et les secours ne sont pas également occultés dans ce programme élargi. La session de formation destinée aux agents des impôts s'est achevée hier sur une note de satisfaction. Les enseignements dispensés pendant plus d'une semaine a permis aux bénéficiaires de renforcer leurs capacités en technique de vérification des comptabilités du secteur de la téléphonie mobile. Hadef Ahmad Bendram. C'est pour mieux outiller les agents de la Direction générale des impôts à être efficaces dans le recouvrement des recettes que ceux-ci ont suivi cette formation. Durant 8 jours, ils se sont familiarisés aux notions de vérification des comptabilités du secteur de la téléphonie mobile. Dans son intervention, le directeur général des impôts a demandé à ses collaborateurs de mettre en pratique les connaissances capitalisées avant de situer l'intérêt de la formation. Cette formation s'inscrit dans la politique de renforcement des capacités humaines prônée par le gouvernement. Elle intègre les objectifs de la modernisation des finances publiques entamés par le ministère des Finances et du Budget, ses partenaires sociaux et internationaux. Officiant à la cérémonie, le coordonnateur du plan d'action pour la modernisation des finances publiques s'est appesanti sur les exigences de l'heure. La téléphonie mobile fait partie de nouveaux secteurs importants qui génèrent actuellement plus de 80% de recettes de l'État. Comme vous le savez, le chef de l'État, son Excellence Idriss Déby Itno, l'a souvent répété, le Tchad doit devenir un pays émergent à l'horizon 2025 en comptant surtout sur l'utilisation de ressources hors pétrole. Dans leurs recommandations, les agents des impôts ont sollicité la poursuite de ce genre de formation et la mise à leur disposition des informations sur les comptabilités du secteur de la téléphonie mobile par les opérateurs. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Issa Lassana Bakar, a été accueilli en triomphe ce matin à l'aéroport international Hassan Djammous, l'homme de Dieu qui a pris part à la conférence internationale des pays islamiques qui a réuni du 19 au 21 août les oulémas des pays du monde musulman à Oman, en Jordanie, a remporté le prix international du roi Abdallah Al-Thani Ibn Al-Hussein 2013 pour ses multiples actions en faveur de la paix et de la cohabitation pacifique. Katnouba Théophile. Voilà, nous avons quelques soucis. Vous pourrez suivre l'élément dans notre journal de 23h30. Nous allons poursuivre cette édition. La problématique de la collecte des ordures ménagères dans la capitale gabonaise inquiète les riverains. Une situation qui n'a pas laissé muette les populations qui en appellent à la responsabilité de la mairie de Libreville et l'État gabonais pour décréter des mesures d'assainissement. Nous sommes à l'étranger, bien sûr. Le point avec Yves Laurent-Goma. D'un quartier de Libreville à un autre, le décor est le même. Des tas d'ordures qui débordent. Les riverains se plaignent de mauvaises odeurs et de mouches jusque dans les maisons. Il faut que l'État regarde un peu ce problème de salubrité parce que ça devient insupportable, c'est infect à la limite. Parce que nous ne sommes pas en sécurité. Il faut vraiment que l'État fasse son travail. Quand le bac est rempli, maintenant on va mettre ça où? Lassées, les populations tentent leur va-tout. À la nuit tombée, elles mettent le feu dans l'espoir de se débarrasser de ces déchets encombrants. À l'origine du problème, une décision de l'État d'acheter 70% du capital de la Sovogue, la société chargée de collecter ces ordures. Mais l'État tarde à renflouer la Sovogue devenue Clean Africa. L'État va davantage mettre des moyens. Nous voulons simplement dire aux populations de prendre leur mal en patience. La décharge, comme tout le monde le sait, est arrivée à sa sursaturation. Elle se trouve aujourd'hui à 50 mètres au-dessus de la mer. Vous voyez, derrière moi, ça fume de partout. Il y a des gaz. Il n'y a plus de place pour la moindre exploitation. Pour cet environnementaliste, il y a urgence écologique. Nous craignons que cet état de choses entraîne des épidémies. Vous savez, le choléra et autres ne viennent que dans des pays où la saleté
inonde, n'est-ce pas, les cours d'eau, surtout que les pluies vont bientôt arriver. La situation risque malheureusement de perdurer à cause de l'eau. Et puis le général congolais Norbert Dabira a été mis en examen hier à Paris pour crime contre l'humanité dans l'enquête sur l'affaire des disparus de Butch de Brazzaville. Caroline Pelé. Le général Dabira a été interpellé jeudi près de Paris. Ce haut responsable congolais a été aussitôt inculpé pour crime contre l'humanité dans l'affaire des disparus du beach de Brazzaville. Norbert Dabira devra répondre bientôt aux questions des magistrats français sur cette sombre affaire qui remonte à 1999. À cette époque, les réfugiés congolais qui fuyaient la guerre civile rentrent au pays à l'appel du président Sassou Nguesso. 350 jeunes hommes, tous originaires des régions rebelles, disparaissent après leur accueil au débarcadère du beach. Marcel Twanga n'a jamais revu son fils. Alors la mise en examen du général Dabira relance pour lui l'espoir de comprendre 14 ans après les faits. C'est difficile d'oublier lorsque un enfant est pris parfois devant des parents et que cet enfant, depuis 14 ans, on ne le voit plus. Il faudrait bien que M. Dabira dise à tout le monde, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils se sont comportés ainsi, alors qu'ils prétendaient être à la tête d'un système démocratique et populaire. Comment ils sont arrivés à de tels crimes? Le général Dabira et la justice française un feuilleton à rebondissement. 11 ans que l'enquête est en cours contre ce très proche du président congolais Sassou Nguesso. En 2004, les pressions politiques à répétition forcent les juges français à annuler les procédures. Puis le Congo organise le procès du beach et la cour criminelle de Brazzaville acquitte les 15 accusés, dont Norbert Dabira. Une parodie de justice dénoncée par les militants des droits de l'homme. Mais en 2007, l'enquête française est rouverte. Aujourd'hui, les juges estiment que des faits graves et concordants justifient l'inculpation du général congolais. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le 23h30, ce sera avec Adama Abdelkader. Très bonne suite des programmes sur Téléchat. À demain.